Bonjour à tous, bienvenue donc à cette table ronde intitulée Les coques, l'avenir du matériau béton, qui est organisée donc par l'École des Ponts et le laboratoire Navier, à l'occasion de l'exposition Candela, fonction, forme et élégance des coques en béton, qui se tiendra donc jusqu'au 12 février dans le grand hall de l'École des Ponts. Le commissaire de cette exposition, c'est le professeur Del Cueto de la faculté d'architecture de l'Université nationale autonome du Mexique. La conception en a été assurée avec le concours de la Fondation Pavillon Cicly, Architecture et Art de bâtir, et avec la participation de CEMEX et le soutien de la Fondation École française du béton. Alors le titre de cette table ronde, il fait écho à un article de Margherita Nasi dans le journal Le Monde qui s'intitulait « Dans les écoles d'architecture, une génération très militante qui dit non au béton ». Et cet article racontait l'histoire de jeunes étudiants donc en école d'architecture qui s'étaient mis à boycotter les cours de coque en béton. Et la journaliste posait de façon un peu provocatrice la question: est-ce qu'il faut encore enseigner les coques dans nos écoles? Alors moi, je suis enseignant responsable du cours de conception des structures de l'école, et je suis aussi un des artisans de la venue de l'exposition Candela à l'École des Ponts. Donc je pense que ma réponse en fait fait de secret pour personne, mais voilà, comme j'ai pu le dire lors du vernissage avec mon camarade Jorge Hidalgo, dans notre cours, nous cherchons à initier nos étudiants aux bases de l'art de l'ingénierie des structures. Et à cet égard, Félix Candela, avec ses coques en béton, s'impose comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Alors, pour ça, on avait repris les mots de David Billington qui disait que voilà, une œuvre d'art véritable en ingénierie des structures doit répondre à 3 dimensions essentielles. Une dimension scientifique, par le biais de l'efficience. Une dimension sociale, par l'économie de moyens, et donc au sens d'une gestion rigoureuse des ressources limitées. Et une dimension symbolique, par le biais de l'élégance et de la qualité esthétique de l'ouvrage. Et donc c'est plutôt à la lumière de ces 3 dimensions qu'il faut comprendre le titre de cette table ronde. Les coques, ce sont un exemple de structures, ce sont l'objet de prédilection des coques de Félix Candela, mais ce sont un exemple de structures qui sont reconnues pour leur efficacité et l'économie de matière. Voilà, donc je propose c'est un peu ce cadre de réflexion que je propose pour cette matinée. Et pour discuter avec moi, j'ai invité 5 personnes qui vont donc présenter quelques exposés dans la suite pour donner des éléments de réflexion et puis alimenter un petit peu la discussion qui va suivre. Alors dans l'ordre, à ma gauche, j'ai Jean-Michel Torrenti qui est aujourd'hui directeur de la recherche de l'École supérieure des ingénieurs en technique de la construction de Paris, chercheur associé à l'université Gustave Eiffel et président du CA de la Fondation École française du béton. C'est un des spécialistes français du béton, avec plusieurs livres sur les bétons et les structures en béton, et qui parlera de différentes voies pour diminuer l'impact des constructions en béton, notamment la nécessaire évolution des modes de construction et des attentes des maîtres d'ouvrage. Ensuite, nous avons François Consigny, qui est ingénieur et architecte, qui travaille aujourd'hui au CSTB et au laboratoire Navier, et qui est responsable du cours d'éco-conception des infrastructures de l'École des Ponts. Et c'est à ce titre que je l'ai invité, et qui, donc, après les exposés, prendra la parole pour expliquer les grandes lignes de la pédagogie mise en œuvre. Ensuite, nous avons Jean-François Caron, qui est directeur de recherche de l'École des Ponts au laboratoire Navier, qui est aussi professeur de cette école, enseigne notamment les matériaux composites, et qui reviendra sur les questions de fabrication numérique et d'impression béton, et notamment le rôle que peuvent jouer ces nouveaux modes de production dans on va dire, la réduction des quantités de béton et la fabrication d'objets avec, disons, de la forme. Après, Pierre Navarro, Auburtin, qui est doctorant au laboratoire Navier avec AREP et le CSTB, qui s'intéresse à l'analyse de cycle de vie des planchers et qui présentera quelques données chiffrées sur en fait, les comparaisons de différents systèmes traditionnels ou non de planchers, et qui aussi montrera que c'est quand même important de
replacer la question de l'impact environnemental pas dans le simple sujet du réchauffement climatique, mais aussi de l'impact, donc de l'analyse du cycle de vie dans toute sa généralité. Et enfin, Davide Zampini, qui est vice-président de CEMEX Recherche et Développement. David est italien, il a étudié aux États-Unis, il a été formé en tant qu'ingénieur civil, une carrière dans le milieu du béton, et aujourd'hui, donc, voilà, il parle, je dirais bien le français, il le comprend, mais il préférait s'exprimer en anglais. Donc on va faire une présentation, enfin mixte, on va voir comment ça marche, mais a priori tout le monde aujourd'hui parle anglais, parle un peu le français, donc on verra comment ça prend, mais voilà, on a au besoin, je peux traduire s'il y a besoin dans un sens ou dans l'autre. Et donc Davide parlera, je dirais en tant que représentant de CEMEX, comme on peut un peu s'y attendre, c'est du rôle que peut jouer le matériau dans le développement de nouvelles méthodes de conception et de construction, notamment pour les coques. Voilà. Donc je ne vais pas être plus long, j'ai déjà été assez. Le premier à prendre la parole, c'est donc Pierre. Et donc on va commencer donc par des petits exposés rapides d'une dizaine de minutes avant de laisser place à la discussion. Voilà. Merci Pierre, si tu veux. Bonjour à tous, merci Cyril pour l'invitation. Donc je vais vous présenter des travaux issus de mon travail de thèse, donc une collaboration entre le laboratoire Navier, AREP et le CSTB, et plus particulièrement je vais vous présenter donc le travail effectué sur les planchers et notamment comment est-ce qu'on peut réduire leur impact par la forme et les matériaux. Bon, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au plancher? En fait, ça représente une part importante de la masse des structures, mais aussi une part importante des émissions de gaz à effet de serre, environ 50%. Aussi, il y a plusieurs enjeux, type le franchissement ou l'acoustique. Et donc, on va se poser la question de recherche suivante aujourd'hui. Quels sont les impacts environnementaux des planchers et comment réduire ces impacts? Pour cela, on va utiliser la méthodologie de l'analyse de cycle de vie. Donc le principe, c'est de quantifier les émissions et les impacts d'un plancher sur tout son cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction et la production des matériaux jusqu'à leur mise en décharge, l'incinération, etc. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec l'analyse de cycle de vie, c'est que ça nous permet de traiter la question du changement climatique, mais ça nous permet aussi d'aborder d'autres points enjeux environnementaux, notamment les questions de biodiversité et de santé humaine, mais aussi la question des ressources. Donc comment est-ce qu'on va réussir à faire cela? En fait, tout d'abord, on dresse un inventaire, c'est-à-dire on quantifie les quantités de matière qui ont été extraites, consommées et les émissions qui sont associées. À partir de, c'est par exemple le méthane ou le CO2, à partir de ces quantités, on peut en déduire donc un impact, ce qu'on va qualifier d'intermédiaire, c'est par exemple le changement climatique, tant de méthane émet tant de réchauffement climatique. Et ensuite, on peut du coup caractériser cet impact intermédiaire en dommages. C'est-à-dire le changement climatique va mener à un réchauffement. Cela va peut provoquer des inondations, des augmentations de chaleur qui peuvent jouer sur la santé humaine, mais aussi sur la qualité des écosystèmes. Et enfin, avec toutes ces on va dire, dommages par catégorie, on va pouvoir avoir un impact agrégé sur un enjeu principal. Typiquement, prenons la question de la qualité des écosystèmes. Là, j'ai expliqué le cheminement pour le changement climatique. On peut faire la même chose pour l'écotoxicité, et à la fin, on sait que le plancher, par l'écotoxicité et par le changement climatique, il va avoir cette quantité de dommages sur la qualité des écosystèmes. Maintenant, on va appliquer ça à des planchers classiques, tout d'abord. Donc, à gauche, vous avez un plancher CLT, donc en bois, une dalle coulée en place ensuite, et un plancher collaborant. Donc, tout d'abord, on va évaluer leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà à peu près les résultats quantifiés. Donc, c'est à peu près 60 kg de CO2 par mètre carré pour le plancher bois, et à peu près le double pour le béton et l'acier. Il y a souvent la question des planchers mixtes. Donc si par exemple on mélange du bois et de l'acier, du bois et du béton,
ou de l'acier et du béton, typiquement, il y a des cas où ça peut mener à une réduction d'impact, comme le mixte entre plancher collaborant et poutres béton. Des fois, c'est un peu entre les deux solutions, comme le plancher CLT et les poutres béton. Ça dépend beaucoup des systèmes utilisés et des performances des différents systèmes. Comme dit précédemment, on va essayer quand même de s'intéresser à d'autres impacts environnementaux. Et donc, typiquement, les dommages sur la biodiversité, ce qu'on remarque, c'est que en fait, les solutions bois sont moins bonnes. Pourquoi cela? Eh bien, en fait, le bois, la sylviculture en général, ça consomme beaucoup de terre. Alors, c'est pas une artificialisation comme si on faisait une autoroute ou un immeuble, mais ça reste pas non plus des forêts primaires. Et donc, on va quand même avoir une perte de biodiversité dans ces espaces-là. Sur la santé humaine, c'est plutôt le béton et l'acier dû à l'émission de polluants lors de la production. Et sur les ressources, c'est plutôt les solutions acier, parce qu'on va les consommer des minerais plus ou moins rares. Par contre, ces résultats, il faut avoir un énorme regard critique dessus. En fait, on parle beaucoup de changement climatique, il y a une raison, c'est que les modèles sont assez fiables. On a le GIEC qui renouvelle pas annuellement, mais souvent les facteurs. C'est des choses qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien. Sur la biodiversité, la santé humaine et les ressources, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à quantifier. Notamment les indicateurs de toxicité, en fait, aujourd'hui, c'est des choses qui sont en développement. Il y a beaucoup de recherches en ACV qui se fait sur ces sujets et qui développent des indicateurs et des méthodes pour quantifier. Et donc, il y a quand même encore des choses à affiner de ce côté-là. Du point de vue des ressources, c'est un peu la même chose. Mais d'une autre manière, en fait, les méthodes de ressources en ACV, à la base, c'était pour quantifier des ressources rares, donc type l'or et d'autres minerais, mais ça qualifie actuellement assez mal les ressources abondantes, que sont le sable, les granulats les autres matériaux liés à la construction. Et donc, on a un peu du mal à connaître vraiment quels sont les effets d'exploiter ces matières, notamment sur la biodiversité, sur les paysages, et quelles conséquences un peu long terme on risque d'avoir. Maintenant, je vais parler de comment est-ce qu'on peut réduire ces impacts. Donc, tout d'abord, avec la forme, on va s'intéresser aux coques en béton. Il y a une grande panoplie de systèmes qui existent. Je vais en présenter quelques-uns. Là, c'est des travaux qui sont à l'hôtel Zurich où ils utilisent. Donc là, le point de vue, c'est d'avoir des coffrages très techniques. Donc, des coffrages en polyuréthane où on vient faire un coffrage au-dessus et en dessous pour vraiment avoir pile la bonne quantité de béton et rien qui dépasse. Et on arrive à peu près à 30 kg de CO2. Alors, ils n'ont pas compté le coffrage, ce qui serait assez intéressant, surtout qu'ils ne sont pas forcément réutilisables. Mais surtout, le défaut de cette technique, c'est qu'on a beau avoir super bien optimisé la matière, en fait, si on veut faire un plancher entre deux habitations, il n'est pas assez épais. Donc, on va avoir des problèmes acoustiques. De l'autre côté de la Manche, ils ont aussi mené ce type de recherche. Donc, on retrouve à peu près le même ordre de grandeur. Donc, c'est une coque un peu différente, mais voilà, on retrouve un peu le 34 kg de CO2 par mètre carré, toujours avec le problème de l'acoustique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la même équipe a développé un projet qui était le projet Acorn, où là, le but, c'était de faire du coup une coque réutilisable. Mais alors là, tout d'un coup, quand ils ont calculé les émissions de gaz à effet de serre, ça explose. On est plutôt de l'ordre de 88. Il y a une partie qui provient un peu de l'aplanissement, parce que c'est une coque, donc pour pouvoir marcher dessus correctement et que ce soit plat, il faut rajouter de quoi aplanir. Mais en fait, ça vient surtout du fait qu'ils ont voulu imprimer le béton et avoir des hautes performances de béton. Et donc, c'est très fortement cimenté comme béton. Et donc, ça montre un peu qu'il ne suffit pas de réduire les quantités de matière, il faut aussi pas utiliser des matières fortement carbonées. Il y a un peu une qualité environnementale à la matière, et c'est pas seulement réduire la quantité, c'est aussi au moins rester à qualité équivalente. C'est pour ça qu'on va s'intéresser maintenant aux matériaux. Et là, du coup, j'ai fait un peu le parti pris de ne pas trop parler des bétons bas carbone. Je pense que les autres intervenants s'y connaissent mieux que moi sur le sujet. Mais je voulais un peu parler d'autres matériaux qui sont actuellement en train de développer et avec lesquels le béton peut potentiellement rentrer en concurrence ou s'allier. C'est notamment les structures en pierre. Donc là, il y a pas mal de systèmes qui commencent à être développés. Aujourd'hui, on voit un vrai renouveau de ce matériau. Typiquement, donc ça, c'est des choses qu'on a étudiées au laboratoire sur des typologies post-contraintes. On a aussi regardé des voûtes abeilles et des voûtes d'arête. Donc les voûtes d'arête, c'est un système un peu plus classique. Et là, il y a quand même une alliance entre matériaux et formes. Les deux sont souvent liés. Et on obtient à peu près cet ordre de grandeur en termes d'impact, donc maximum de 83 kg de CO2 jusqu'à 52 kg de CO2 par mètre carré.
À voir qu'en fait, il y a une grande diversité et de modes de production de la pierre, et que selon un peu la pierre qu'on prend, on peut avoir des impacts plus ou moins élevés. Enfin, ça peut être plus important que ça si on prend une pierre qui vient de très loin, par exemple. Mais on peut aussi réduire en fait jusqu'à 26 kg de CO2 par mètre carré. Sur la terre crue, donc ça c'est quelque chose que aussi on voit beaucoup se développer aujourd'hui. Alors actuellement, tout ce qui est fait sur des planchers, c'est plutôt de la terre stabilisée, donc à la chaux ou au ciment. Bon, typiquement, il y a des travaux de recherche au MIT où ils obtiennent entre 19 et 36 kg de CO2 par mètre carré. Enfin, bon, la meilleure matière, c'est celle qu'on n'a pas eu besoin d'extraire, d'un point de vue souvent carbone. Et dans ce sens-là, il y a pas mal de travaux aussi qui se développent, notamment à l'EPFL, où du coup, ils ont pris des dalles béton qui recomposent, et pour que ça rentre pile comme il faut dans des nouveaux planchers, etc., ils rajoutent des profils en acier, et en fait, ça revient à entre 9 et 22 kg de CO2 par mètre carré. Donc voilà un peu le récapitulatif des solutions. Donc on voit qu'effectivement, hein, la forme et le matériau, on arrive à fortement réduire les impacts sur le changement climatique. Il faut quand même faire attention au coffrage et à l'impact des matériaux utilisés. Mais bon, on arrive de réduire de beaucoup. La question qu'on se pose quand même, c'est par rapport à des trajectoires, si on prend un peu de recul et des trajectoires globales, est-ce que c'est suffisant? Alors j'ai pas de réponse absolue à ça, hein, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais il y a quand même quelques études qui nous permettent d'avoir un ordre de grandeur. C'est notamment donc, les travaux de Marin Pelland sur les budgets carbone à l'échelle du bâtiment en France. Et du coup, il a réussi, à partir de certaines stratégies, à dresser, pour être net zéro en 2050, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme émission dans le bâtiment. Et du coup, ensuite, à partir de ces budgets qu'il a définis, il a tracé des trajectoires en disant, si on arrive avec les technologies en cours, on pense qu'on peut réduire de temps le côté opérationnel, enfin le côté énergétique, de temps le côté carbone gris. Et en fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que pour être net zéro, en fait, un des scénarios qui passe, il faut diviser par 10 les impacts. Là, avec les solutions que j'ai montrées, qui sont quand même des solutions plutôt à la pointe de ce qui se fait actuellement sur le sujet, on n'est pas à une division par 10 par rapport aux 160 que je montrais au début. Et donc ça pose en fait la question des volumes construits. En plus de ça, donc là j'ai parlé à la fin surtout du carbone parce que c'est beaucoup ce qui se fait dans la littérature et c'est les données que j'avais. Mais il faut rajouter quand même des enjeux de biodiversité, de santé humaine et de ressources qui sont encore mal caractérisés. Voilà. Merci pour votre attention. Donc, on va enchaîner les différentes présentations qui sont en fait autant d'éléments qui vont venir donc alimenter la discussion qui vient après. Donc, dans l'ordre, oui, c'est toi, Jean-François. Donc, Jean-François Caron qui va parler impression béton notamment. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis Jean-François Caron et je travaille au laboratoire Navier. Donc je vais vous parler d'impression béton. Voilà, donc c'est un des sujets, merci beaucoup, sur lequel on travaille dans le cadre de quelque chose qui est un peu plus large et qui est plutôt l'industrialisation de la construction, c'est-à-dire comment essayer de construire de manière un peu plus rationnelle en économisant de la matière et en ayant un contrôle de tout ce qui rentre et de tout ce qui sort plus effectif, un peu comme dans tout autre système manufacturier. Et l'impression 3D, bon, c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal. Donc je reviendrai plus loin sur le titre, où je crois que vous le comprenez un peu, mais bon, voilà, il a été inspiré par des anciens et je reviendrai un peu dessus. Si je fais une brève histoire, un bref rappel historique qui avait été d'ailleurs fait par le docteur Del Cueto jeudi dernier sur le démarrage du béton armé, qui avait démarré avec Joseph-Louis Lambeau et ce jardinier qui avait inventé le béton armé pour faire des pots, puis une barque. Il y a eu très vite énormément de propositions, de brevets. Vous avez une image tirée de l'ouvrage de Paul Christophe. Beaucoup de propositions et deux propositions deux courants qui émergent. C'est-à-dire on va faire soit du renforcement un peu souple qui va nous permettre de faire des formes variées et donner un peu libre cours à l'imagination et surtout à l'optimisation structurelle via la forme.
Donc c'est le système qu'on a appelé Cotensin, du nom de l'ingénieur Paul Cotensin, et cette belle réalisation de Saint-Jean-de-Montmartre à Paris. Donc là, on va du coup vraiment tirer profit du matériau et en mettre déjà à l'époque un peu le moins possible. Et puis le système NBIC, qui lui est beaucoup plus rationnel, plus industriel. NBIC, c'était aussi un ingénieur français, homme d'affaires, et qui a vraiment... en fait, des deux courants, c'est celui-là qui a gagné, on va être clair, puisque c'est la base un peu de tout ce qu'on a fabriqué ensuite et qu'on fabrique toujours en béton armé. Et vous voyez là, je reviens un peu sur le titre, une architecture de planches, parce que effectivement avec ce système-là, les coffrages vont être des planches, et donc on va avoir une géométrie qui est liée à ce type de coffrage. Voilà. Alors on a vu, et c'est l'objectif de l'exposition, qu'il y a quand même des architectes qui ont réussi à passer outre c'est ce diktat un peu de la forme, même si en fait pour ces coffrages il utilisait des planches, puisque les paraboloïdes hyperboliques en fait on arrive à les décrire avec des planches droites, mais disons qu'il s'extrayait quand même de cette diktat de la forme rectangulaire pour avoir des formes plus efficaces, plus optimisées, et on en a beaucoup parlé jeudi dernier. Alors, je me suis permis de prendre une photo de l'exposition, là, qui est la photo de gauche, qui est donc un des coffrages que utilisait Candela. Oui, parce que le coffrage, en fait, reste un problème important. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais en fait, c'est un sujet. C'est-à-dire que le coffrage, même lorsqu'aujourd'hui on fait des structures complexes et optimales, il ne faut pas oublier que généralement les coffrages sont des structures à part entière et qui peuvent avoir le coût de la structure. Donc c'est un problème en termes de coût. Il y a des études qui montrent qu'en fait l'aspect coffrage que vous voyez là sur le slide en rose, que ça soit le matériau ou le travail des coffreurs, qui sont en plus un métier en voie de disparition, c'est très difficile de trouver des coffreurs compétents, efficaces, disponibles. Donc ça, c'est vrai. Il y a un problème de coût sur les coffrages, clairement. Et il y a aussi un problème de déchets, parce que, en fait, comme je vous ai montré sur les slides précédentes, la construction, c'est beaucoup de déchets, et les déchets en bois, c'est beaucoup de déchets de ces déchets, et c'est en grande partie dû au coffrage. Donc le coffrage est un problème, et donc j'arrive à une première justification un peu de l'impression 3D, parce que l'impression 3D, si on la prend juste comme ça, déjà, sans voir tous les ennuis et tous les soucis qu'on peut avoir avec, ça permet de faire de la forme, et ça permet de ne pas utiliser de coffrage, ou en tout cas d'en utiliser moins. Donc dans cette démonstration, on peut dire que l'impression 3D peut avoir un intérêt. Alors, où on en est en impression 3D, là aussi, vous n'êtes pas forcément tous au courant de ce qui se passe, mais ça va très très vite. C'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses. Depuis les années 2010, et nos collègues de Locbrook qui démarrent des choses, puis Winsome, avec le chinois, avec ses maisons en 24 heures, toutes ces infos qui étaient arrivées un petit peu de manière anecdotique, on va dire. Aujourd'hui, vous avez à Georgetown, aux États-Unis, des lotissements de 100 pavillons qui sont imprimés sur site avec des systèmes d'impression 3D. Donc ça va très vite, il y a une communauté de recherche importante qui intègre aussi beaucoup d'industriels, et vous avez même le fabricant, par exemple, de matériel pour béton, Putzmeister, qui met à son catalogue en ligne, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez louer ce type de machine qui est un camion qui comporte une imprimante 3D qui permet d'imprimer des murs. Voilà. Donc les projections en termes de budget sont très importantes, et beaucoup de gens travaillent sur ce sujet clairement. Donc au labo, on travaille là-dessus, on travaille sur quatre aspects. L'aspect matériau, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, le matériau va être très impactant en général, parce qu'on veut des ciments qui sont très réactifs, donc il y a moyen quand même de diminuer l'impact de ces matériaux. Le procédé, je vous en parlerai ensuite, qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter à cette technique qui finalement est au point, les systèmes constructifs, la question de se poser, mais qu'est-ce qu'on va construire avec ça? Est-ce qu'on va faire des murs seulement? Est-ce qu'on va faire autre chose, des coques, autre chose? Et puis la simulation, sur laquelle on a une activité maintenant finalement importante, c'est-à-dire simuler le procédé, qui paraît quelque chose de très très important pour l'industrialisation de cette techno. Alors un exemple en fait de ce qu'on peut faire pour optimiser des structures en béton armé,
je dirais, de manière très, entre guillemets, simple, dans la mesure où on reste conforme aux Eurocodes, on ne s'affranchit pas de la forme parallélépédique d'une poutre en béton, il y a les armatures, il y a tout ce qu'il faut. Déjà, on peut enlever la quantité de matière grâce à l'impression 3D et en imprimant des coffrages qui vont nous permettre une optimisation mécanique et diminuer les quantités entre 30 et 40% de ciment dans la poutre. Donc ça, c'est une première application qu'on a développée avec Vinci et qui met en œuvre sur certains chantiers. Et là, je viens à un autre. Alors, je me permets de parler d'un autre ingénieur du siècle précédent, moi que j'aime beaucoup, qui est Pier Luigi Nervi. C'est lui qui a dit sortir d'une architecture de planche. Hein, j'ai trouvé ça dans un de ses bouquins. Et il a fait des réalisations que je trouve extraordinaires, où là, la liberté de forme est complète et sans entrave. Il a aussi fait un peu de préfabrication, plus de préfabrication, et c'est ça qui nous intéresse dans l'équipe, parce que si on parle d'industrialisation de la construction, il faut parler de préfabrication. Et puis, il a remis au goût du jour le principe qu'avait développé Limbaud là, dans sa barque, c'est-à-dire le fer-ciment, il appelait ça, et lui, il appelait ça le ferro-cimento, et en fait, c'est-à-dire utiliser vraiment un maillage très souple d'acier pour justement avoir des formes non développables et des structures extrêmement complexes et franchement magnifiques. Voilà, donc on s'est inspiré un peu de ces travaux et on a proposé pour l'impression 3D une stratégie qui est de réinventer, de revisiter son concept un peu avec un béton qui serait anisotrope dans lequel on va imprimer en même temps que le béton des fibres longues qui vont faire le renforcement de la structure. Et on a développé un procédé qu'on appelle flow-based pultrusion parce qu'il s'inspire de l'industrie composite hein, qui met des matrices et des fibres, où vous voyez en fait un système bicomposant, c'est-à-dire mis au point par Xtree, qui permet de pomper des bétons relativement fluides et de ne les renforcer qu'à la dernière minute avec un accélérateur, ce qui va nous donner le temps d'introduire des fibres, qu'elles s'imprègnent avec un matériau pas trop rigide et que la rigidification du matériau, l'augmentation de son seuil de cisaillement permettent de tirer naturellement, sans motorisation, les fibres lors de l'impression. Et vous avez à droite un exemple de cordon dans lequel on a des mèches de fibres. Voilà, donc c'est un procédé qu'on pense pouvoir apporter quelque chose. On a fait plusieurs... là, je parle surtout de ce qu'on a proposé pour des coques, puisque c'est le sujet de l'exposé, où on a essayé d'optimiser une coque fabriquée avec ce type de matériau, dans lequel, du coup, on a deux aspects. On a le matériau qui est anisotrope et la forme qui va pouvoir nous apporter une optimisation. On a des chargements qui ne sont pas simplement... Enfin, on n'est pas juste funiculaire du poids propre, mais on a aussi des charges concentrées. Donc, on a de la membrane, mais on a aussi de la flexion dans notre coque, et on a essayé d'optimiser une structure de ce type-là. Et on a trouvé évidemment plusieurs propositions. On n'a pas une optimisation avec juste un résultat. Et on s'est concentré sur celle du milieu, et c'est celle que vous avez vue en fait à l'entrée de l'amphi. Donc dans lesquelles il y a des fibres dans les cordons. Voilà. Donc c'est un prototype de 500 kg qui fait 4 mètres, d'épaisseur 3 cm. On aurait pu faire moins, mais bon voilà, on va progresser dans la fabrication. Et je dirais pour conclure, en fait, le sujet de la table ronde, donc c'est les coques, l'avenir du matériau béton. Nous, on propose une réponse à cette question qui on connaît sûrement beaucoup. Les coques et l'impression 3D, c'est un avenir pour le matériau béton. Voilà, merci de votre attention. Merci Jean-François pour l'exposé. Et donc je rappelle que la dernière coque qui est montrée est exposée dans le hall à l'occasion de l'exposition. Et le temps que David s'installe, if you want to come, je précise pour à la fois ceux qui sont dans la salle et qui sont en ligne, il y aura des ouvertures exceptionnelles, pas ce samedi-là, mais les samedis suivants, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir venir. Pendant la semaine, l'exposition reste ouverte, donc le samedi après-midi, il y a une permanence, l'école est ouverte. Voilà, on se relaie un petit peu éventuellement pour vous expliquer l'architecture de Candela et donc les coques présentées par Cemex et donc, que vous allez voir dans un instant et celles construites par le laboratoire Navier, voilà, qui sont au milieu de l'exposition.
Voilà. Davide, Yeah. the floor is yours. Thank you very much and good morning, and sorry for the English, but if I would have given this presentation in French, probably would have taken much more time, and I only have 10 minutes. So actually, I don't know if so I'm going to start like backwards, no? If you were to walk away from this presentation, what would be the key takeaways? I think the key takeaways is that, that in trying to let's say, answer or address the issues that had been posed for this roundtable, I think the first thing that I want to transmit and that you should walk away from this meeting, from this roundtable, is that concrete technology is evolving. There's a lot of innovation going on in the concrete space. The second is that there is an important distinction to be made between the material and materiality, and it should inspire innovation. Okay, that goes beyond just the material itself. And as has been mentioned, design efficiency, is being looked at as a key way to actually be able to, let's say, build more sustainably. But it's not the only element and key element to be successful in designing sustainable cities of the future. We have to revisit construction methods and also design, because that, not only having a good material and a good construction process, but also how to design with these materials and let's say stimulate new construction methods are going to be key. So now I'm going to address, how has concrete evolved in terms of as a material, and I'm going to use an unusual way of doing it. I'm going to try to draw parallels. I'm not going to try. There are parallels between what is a tree and what is concrete. All of us speak very fondly of trees, and we like the qualities of trees, and trees go through a life cycle, and and we always talk about trees being able to take in CO2, fix the CO2, but eventually when the tree decays, actually it emits the CO2, and of course we say it's okay because obviously it's been taking in CO2 for its lifetime, and what it's giving off, it's kind of balancing off, and everything kind of is at zero. No. Well, concrete goes through a life cycle, well, let's say, and there are materials that are used, raw materials that are used to produce cement, and a lot of it is limestone, and that limestone, when it actually gets heated, actually emits CO2, but then the concrete itself, during its lifetime, has the capability of actually absorbing CO2 and taking CO2 in significant quantities. And then that material eventually gets, demolished, and that concrete, when it's in its demolished state, has extra surface, extra area, which is exposed and is actually continuing to capture CO2. And that same material then can actually be used as a raw material, an ingredient to produce the cement again. So, if you look at the life cycle of, let's say, cementitious materials, well, it's very similar in some ways to the life cycle of a tree when it comes to CO2. We like to look at nature and look at, this is an example of a leaf that, it's like waterproof. There's a lot of, let's say, plants that have waterproof capabilities. Well, there's a very advanced technologies today that, can make concrete very practically watertight. We look at mangrove forests and how they're actually able to really, prevent, let's say, coastal erosion and promote marine ecosystems. Well, there have been, systems that have been designed. This is, for example, a structure that we have designed. It's a floating structure that's a wave breaker. But if you look at the bottom of the structure, there's actually a very detailed structure to promote marine and fish growth. And at the same time, because it's a wave breaker, actually it's preventing, let's say, coastal erosion. We look at trees for flowers, for fruits, for lettuce, for tomatoes, for providing nutrition, for cooling the air. Well, I can tell you that today we can grow, plants in a very controlled way in concrete. We can grow tomatoes, lettuce, radishes, and provide nutrition. You can literally think of a concrete wall providing nutrition. We look at trees at creating habitats for living organisms. Well, we've worked with, architects and engineers to create actually concrete buildings that actually provide habitats for organisms and promote biodiversity. This is a possibility. It's the reality. We see life growing in the concrete. And then, we look at the roots of the trees as, ways of, absorbing, retaining, and filtering water and processing, things like that. But look, this is a very unique concrete which has key characteristics that has capillarity. So it's actually able to absorb moisture and actually process the water and filter the water and do many different things and manage the water. Supporting grass growth and things like that. We can grow grass very easily in the concrete.
You know, we look at nature, it's changing with the seasons, you know, so we can actually cast a concrete wall that looks very gray at the very beginning, and the way we treat the surface, it's actually transforming and changing itself with the weather, with the conditions and whatnot, so it's actually a live and living material. You know, here you see how trees provide shade. Well, you can actually design concrete elements and concrete structures, especially here, with the design efficiency to provide shades. So, and then insulation, that's also very possible today. You know, we can achieve thermal insulation in concrete that is actually very significant. If it means anything to you, you know, we can achieve, you know, lambda values of 0.07 when it comes to thermal insulation, so low thermal conductivity. And, you know, it fixes CO2, as I said before. You know, it's actually able to absorb CO2 from the atmosphere, okay? And it can be as flexible as trees, okay? So the truth is that, you know, that as it was stated by, you know, Margarita in her article, it's like there is this, you know, resistance to explore and understand better what can be the possibilities of concrete. Well, that has evolved significantly. And so you can see that there's a lot of, let's say, opportunities to, you know, let's say use concrete in many unique ways, no? Now I want to, so at this point, you know, I've talked a lot about the material itself, the material of concrete and how it's actually going through an evolution and it's actually becoming quite innovative, right? But there's an element of materiality that has to do with the importance and relevance of that substance, you know, in this case concrete, and its characteristics in very some specific conditions. So we all have seen that, you know, like thin shell structures has been, let's say, kind of a revolution or an attempt to revolutionize how we actually build with concrete and how to make the buildings more efficient. But I always, and there's a, you know, there's this graph here that I show at how certain elements and certain considerations actually have, you know, accompanied the evolution of thin shell structures in the construction of buildings. But what I always point out is that it's, you know, that no one really actually talks about the materiality, no? And when I talk about the materiality, there's two elements to it. So here I want to highlight, for example, a very innovative material that is a fiber reinforced, high strength material with hyperductility, you know? So, and this material actually, you know, first of all, you know, it's good that it has these characteristics, but it has to be easy to adopt and place in the job site. So it's easy to place, it's self-compacting, so you can see it's flowing on itself, despite the fact that this material has a huge amount of fibers. It has 3 times the amount of fibers that you would find typically in conventional concrete, which is between 20 to 40 kilos. You know? So we're talking about 120 kilos of fibers reinforcing this material. So obviously it's going to have very ductile, very high-strength properties. And in fact, to the point that, you know, we can actually even make, you know, concrete parts that actually replace steel, if you like. And of course, you know, and then all of this kind of leads to design efficiency. But that's not enough. Because what I tell to people is like, you know, what you always see is the end product, the hardened concrete. But actually what I tell people is that concrete actually has a pulse. You know, it has a signature. It actually, you know, is a material that attractively and interestingly enough, you know, it has a dormant period. It has a period where it's actually sleeping. It's transitioning from a material that's very fluid to a material that's going to be hard, right? And the question is that how are we taking advantage of this materiality, this characteristic, this uniqueness of the concrete? You know, the fact that it's sleeping is unique. You know, the chemistry is fascinating because it's like it goes to sleep for a while and all of a sudden it wakes up. And in that period when it's sleeping, actually, we can do things. And the things that we are exploring, for example, when we talk specifically about thin shell structures, is like, okay, you know, we have a material that has a lot of fibers in it, and if we were actually to cast very thin elements with a huge amount of fibers, it gets complex. But what if we could actually, like, you know, like cast the material as a sheet of paper and actually fold it? But of course, you know, you have to know when to fold it, and you have to understand how the material is transitioning from that liquid to the solid state, but we take advantage of that. So what we are doing is we are actually pinpointing the time when it actually can be done, and actually we can do things as folding or as actually like pinching and lifting. So here, you know, we cast a very flat element, and again, the casting in flat element means that, you know, you really permit the proper distribution and homogeneity of the material. And so then, you know, you can see here we're just lifting the materials at certain points, and the formwork is very simple, some simple incisions in a woodwork. And actually, as you lift it up,
you know, you can actually leave the woodwork, and so there would be no waste. As mentioned before, you know, there's one of the issues with formwork is a lot of waste, but here we can actually do with very simple formwork and even leave the formwork or incorporate the formwork in the structure itself. Of course, you know, there's a lot of know-how there. You know, you have to know when to do it, because if it's too early, you know, you fold too early, of course it's not going to happen because it's too fluid. If it's too hard, it's already going to crack. But there's different ways to do this and apply this. Now, and this actually will, you know, stir, you know, the development of more, let's say, thin shell structures and thin shell elements. And what I'm saying here is that the material itself that I showed you is a very unique material. But if you don't accompany that with, let's say, some innovative, let's say, fabrication technique, you know, it's going to be obviously very difficult to imagine how those materials can actually, you know, lend themselves to innovative ways of building and constructing. I mean, if you look at that, you know, you can literally, you know, erect a very complex thin shell structure in less than 24 hours with a very simple formwork. So you can see here, this is a real project actually that we're actually doing. So there's about 1,000 of these elements being produced, and you can see it's a very complex folded shape. But I want to come back to the efficient, but this is okay, you know, we're talking about thin shells, but I think also that efficiency, design efficiency actually just can also go beyond just the thin shells themselves. The thin shells are obviously very sexy, very attractive, you know, construction method, which we think that is going to be a very key in the construction with concrete and with addressing the topic of design efficiency. But for example, the material that I show you, Resilia, is a material that has these characteristics where you can actually, you know, build facades, you know, that are much thinner and actually span a longer length, okay? And then consequently, these materials, because you're using less of this material, you can also have a pretty good span. You also can actually reduce the CO2 footprint. And on top of that, you know, the costs you can see are very competitive. And that cost that I'm showing you doesn't actually include the cost of the anchorage. So imagine if you have to support a concrete element that's very heavy, the anchorage costs are much higher than the anchorage cost of an element that's thinner and lighter. Okay, so you can see that, you know, it's very promising to use thin shells, let's say use materials that can promote design efficiency, because not only you're using less of the material, you're reducing CO2, but even the cost. But this is even a better example where, you know, you say, you know, you have a floor element that you have to consider in a structure, and there's many different slab, let's say, solutions that you could provide for the structure, and depending on like the type of system that you choose, there's an impact on the CO2 and how much span you can actually span with that particular type of slab system. And so we show here, for example, if you use the high-strength, ultra-high-strength fiber-reinforced materials, you actually take a hollow shell slab system and actually reduce the CO2 footprint and also span as much as you want the floor in the building. So in that sense, you know, the materiality has a key issue. And then the last example I want to show you is that, you know, if you look at a conventional fiber reinforced concrete and you take and build a structure that's equivalent in steel and high performance, let's say steel reinforced, fiber reinforced concrete, you can see, you know, the impact. So you not only impact, let's say, the weight, you impact the CO2, and you impact the cost significantly, you know. And this is just an example. For example, that is a structure, it's a precast element that's assembled very easily, but the interesting thing is that that original structure was a steel structure that is it's completely replaced by concrete now. But then the last message is that, you know, you see here, it seems like a fancy thing, but that particular concrete is actually a concrete that's designed with a gradient of density. But I think it's a very nice image that I show, because it shows that, you know, humans and concrete can actually live together and even interact with each other, okay? So anyways, that's my contribution to, and hopefully will stir some questions in your mind. Thank you, Davide, for this very interesting presentation. On passe maintenant à Jean-Michel Torrenti pour la Fondation École Française du Béton et son expérience passée aussi. Merci. Évidemment. Donc, alors, je ne vais pas vraiment vous parler de coque, moi, parce que mon seul fait d'armes dans les coques, c'est d'avoir suivi un cours de coque quand j'étais étudiant, mais ça fait un temps certain. Mais quand même, ça va faire écho à ce dont je vais vous parler avec le sujet d'aujourd'hui.
Je vais commencer par vous présenter l'École française du béton rapidement. Donc c'est une fondation d'entreprise fondée il y a 20 ans par les 4 cimentiers français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est gouvernée par les acteurs de la construction et pas par les cimentiers. Donc il y a des entreprises, il y a des chercheurs, il y a des gens du ministère de l'Enseignement supérieur, au conseil d'administration et au CS. Et l'objectif de cette école, qui est une école hors les murs, on n'a pas de locaux, hein, c'est de soutenir et de favoriser toute action pour favoriser la connaissance et améliorer la connaissance du béton, mais de manière plus générale de soutenir les métiers de la construction auprès des jeunes, pas simplement le béton. Donc il y a des actions de valorisation des métiers. Vous pouvez aller voir sur le site de l'École française du béton. Il y a des ressources pédagogiques et il y a des conférences de professionnels qui peuvent vous intéresser. Je reviendrai après dessus. Et il y a aussi des produits, par exemple, de formation, puisque ce matin on a parlé d'ACV et d'impression 3D. Il y a 2 cours de formation en ligne sur ces sujets. Donc, et l'ACV, ça dépasse largement aussi le béton. Et vous avez tout un tas de conférences dispensées par des professionnels de la filière béton pour les écoles d'ingénieurs et les écoles d'architecture. Donc vous avez des exemples de ces formations. Et si vous souhaitez s'il y a des écoles ou des écoles d'ingénieurs ou d'architecture qui veulent que l'on intervienne, vous envoyez simplement un message en bas à contact@écolefrançaisedubéton.com. Et puis la Fondation elle soutient aussi certaines choses qui intéressent qui sont un peu plus en rapport avec ce dont on parle aujourd'hui. Par exemple, à gauche, vous avez le FB a aidé 2 écoles d'architecture qui préparaient les pavillons pour Archifolie. Archifolie, c'était pendant les Jeux Olympiques, il y avait des pavillons pour des différents sports. Et donc, vous voyez, par exemple, à gauche, c'était un panneau en BFUP préparé, je crois que c'était Grenoble. Et au milieu, c'est des bancs en impression 3D fabriqués pour, je crois que c'était l'école d'architecture de La Réunion. Et puis à droite, vous reconnaissez le livre de Laura Fontaine sur Candela, dont on a soutenu la parution. Alors maintenant, j'arrive dans les sujets. Donc, il est clair, tout à l'heure, Cyril parlait de la mauvaise presse du béton dans les écoles d'architecture. On ne va pas nier certains points. Et je vous ai mis quelques titres de journaux, de sites internet exprès qui sont provocateurs. C'est vrai que produire du ciment, à partir du moment où on produit du ciment à partir du calcaire, on chauffe le calcaire, on émet du CO2. Donc ça c'est clair. Et en vérité, quand on regarde le béton, c'est pas si émetteur. Le ciment, c'est pas si émetteur que ça. Simplement, on utilise des quantités tellement énorme de ciment et de béton dans le monde qu'à la fin, effectivement, ça arrive à des niveaux d'émissions très très importants. Donc dans le dernier rapport du GIEC, c'est 4,5% des émissions mondiales liées au secteur du ciment. Et vous savez qu'il n'y a pas de temps à perdre parce que à gauche, vous avez l'évolution des températures. J'ai regardé, 2015 c'était l'accord de Paris, donc l'accord de Paris normalement on devait limiter à 1,5%, tout faire pour limiter à 1,5%. Bon, on est déjà à 1,5%, degrés, excusez-moi, degrés d'augmentation, mais ce qu'on voit c'est que, enfin en tout cas moi je ne vois pas d'inflexion depuis 2015 sur la courbe d'évolution des températures. Alors il y a aussi l'histoire de... Oui, mais c'est pas grave, parce que dans le futur, on va réussir à diminuer les émissions, et donc on va revenir en arrière sur l'évolution des températures. Ça, c'est ce qu'on appelle l'overshoot. Donc, est-ce que vraiment on va y arriver? Je ne sais pas si ça vaut le coup de parier là-dessus, quoi. Donc, bon. Et donc,
il y a quand même des choses qu'on peut faire tout de suite. Alors, déjà, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas une solution où on dirait, ben voilà, même si aujourd'hui on disait, je sais pas, on va tout construire en bois, on serait bien embêté pour tout construire en bois, quoi. Donc, il va falloir quand même additionner les moyens, mais heureusement, il y a quand même des choses qu'on peut faire tout de suite. Donc, on va un peu parler, moi je vais évidemment parler béton, des voies de la décarbonation du béton. On a déjà parlé de diminuer l'impact du matériau. Je vais revenir sur la question du liant moins carboné. On a parlé éventuellement d'impression 3D pour minimiser les quantités. Je vais revenir sur le fait que peut-être qu'il faut ralentir un peu la construction, optimiser le design et la carbone capture qui est... Quand on regarde la roadmap de Sembureau, les cimentiers européens, c'est à peu près un tiers de chaque pour arriver au résultat d'un net zéro sur les bétons. Donc comment on fait un liant moins carboné? Il y a deux voies, puisque en fait il y a deux sources d'émissions de CO2 dans la fabrication du ciment. Il faut chauffer le four, il faut chauffer à 1400 degrés, et il y a les émissions liées au calcaire. Donc le four, par exemple, en France en tout cas, on va atteindre 60% de combustible de substitution dans les cimenteries. Donc ça veut dire qu'on va brûler des déchets dans les cimenteries. Et par exemple, je vous ai mis à droite, pour ceux qui ont des poubelles jaunes chez eux et qui trient, il y a une grande partie de ce qu'on trie en fait qui ne savent pas recycler vraiment. Et donc, mais par contre, on est capable d'en faire ce qu'on appelle des combustibles secondaires de récupération, je crois, CSR. Et ces combustibles, en fait, on peut les brûler en cimenterie. Et donc, on va atteindre des niveaux, même sur certaines cimenteries, supérieurs à 60%. Donc ça, c'est pour la partie chauffage du four. Et après, il y a... OK, quand j'utilise ce qu'on appelle le clinker, le ciment pur, là, j'ai des émissions liées à la décarbonation du calcaire. Ça, on ne peut pas les éviter avec une chimie Portland. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des ciments, des additions pour substituer une partie de ce clinker Portland. Et à terme, on aura en moyenne 30% de substitution sur tous les ciments. Et déjà, par exemple, cette année, vous allez avoir chez Lafarge, Holcim, il y a deux lignes de fabrication, Vicat, Heidelberg et Ekiom, qui vont produire ce qu'on appelle les LC3, c'est des ciments avec du filaire calcaire et de l'argile calcinée. Alors, un point important, c'est que, évidemment, pourquoi on utilise beaucoup de ciment et de béton? Parce que c'est facile, ça réagit vite, on a des résistances rapides, etc. Donc, moins vous mettez de Portland, et plus vous risquez de ralentir en fait les montées en résistance. Et donc, moi, ce que je défends, c'est qu'il faut accepter que parfois les chantiers, ils aillent moins vite, quoi. C'est sûr que si vous voulez couler l'après-midi, préparer votre coffrage, couler l'après-midi, décoffrer le lendemain matin, ça va être compliqué avec des bétons très bas carbone, parce qu'ils vont être moins réactifs. Mais, alors on peut chauffer, etc., il y a bien sûr... Mais peut-être qu'on peut accepter de ne pas décoffrer le lendemain, quoi, aussi. Donc peut-être qu'il va falloir ralentir un peu les chantiers. Je sais bien que ça ne plaît à personne, ça, mais c'est pas juste... Ce que je veux dire, c'est que la décarbonation du béton, c'est pas juste un problème de matériaux. Il y a aussi un problème de chantier. Il y a un problème de maîtrise d'ouvrage qui doit accepter aussi que les chantiers ils aillent un peu moins vite. Parce qu'actuellement, ce que je vois sur certains chantiers, c'est que le bas carbone, c'est le vendredi. Parce que le week-end, comme ils ne décoffrent pas le week-end, ils peuvent attendre 3 jours avant de décoffrer. Et donc, vous avez des chantiers avec un béton normal, classique, toute la semaine, et le vendredi, béton bas carbone. Oui, mais enfin, le vendredi, il n'y en a qu'un sur la semaine. Optimiser le design, ça a déjà été indiqué. Par exemple, il y a des choses assez simples. Il y a eu aussi une étude du bureau Apple
en Angleterre, qui montrait que même sans changer de matériaux, en changeant la solution constructive, on arrivait à gagner. Vous avez des exemples. En France, on utilise assez peu la précontrainte dans les planchers, mais il y a des pays où ils utilisent beaucoup cette solution qui permet de gagner aussi. Donc il y a aussi les bureaux d'études qui ont un rôle à jouer. C'est pareil, hein, les bureaux d'études, c'est pas business as usual. Et puis j'attends que les marchands de matériaux, ils me fournissent un béton bas carbone, zéro carbone. Non, ils ont aussi leur rôle à jouer et puis ils peuvent le jouer tout de suite, quoi. C'est ça en fait. Hein. Et puis il reste la carbone capture. Donc il y a déjà des exemples. Vous avez l'exemple, ce que je vous ai mis, c'est à Heidelberg en Norvège. Donc il récupère le CO2 sur la cimenterie de Breivik et puis aussi sur un centre d'incinération de déchets ménagers à Oslo. Il liquéfie le CO2 et il le ramène dans les champs pétrolifères de la mer du Nord pour l'injecter. Alors ça, pourquoi pas, hein. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des investissements très importants. Hein. Parce qu'il faut transformer la cimenterie, il faut capturer le CO2, il faut le liquéfier, il faut le transporter, il faut l'injecter, etc. Et donc, outre que ça va coûter beaucoup d'argent, on ne va pas pouvoir le faire là tout de suite, ça va s'échelonner dans le temps. Et donc, ce qui est prévu en France, par exemple, vous voyez, on produit à peu près 10 millions de tonnes de CO2 dû aux cimenteries et d'en sauver 20 à 25%. Quoi. Il y a d'autres techniques plus bas niveau, hein, qui marie le recyclage avec la recarbonatation. Donc c'est ce qu'on a étudié dans le projet national FastCarb. On prend des granulats recyclés, on les met en contact avec du CO2 et on les carbonate. Tout à l'heure, David a dit que le cycle du carbone, c'est vrai qu'à terme, si on avait le temps sur des temps géologiques, le béton, il récupère tout son CO2. Simplement, on n'a pas le temps, quoi. Voilà. Donc là, c'est un moyen d'accélérer ce phénomène. Donc en conclusion, il faut activer absolument tous les leviers pour diminuer les impacts carbone du béton dans la construction, et en commençant par ceux qui sont déjà disponibles, le ciment et les bétons bas carbone. La normalisation, elle va aussi évoluer très vite à ce sujet. Hein. On peut utiliser le cerveau des ingénieurs des bureaux d'études et donc faire de l'éco-conception. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les bureaux d'études parce que ça va distinguer un peu les bureaux d'études qui vont aller le plus loin dans cette voie-là. Et puis, il faut faire évoluer les méthodes de chantier. Pour moi, il faut accepter. Bien sûr, il y a l'impression 3D, mais je ne suis pas sûr qu'on bascule tout dans l'impression 3D très très vite. Et donc, il faut aussi accepter d'aller un peu moins vite. Et donc, ça intéresse les entreprises et les maîtres d'ouvrage, parce que les entreprises vont dire, ah, mais si je vais moins vite, ça va coûter un peu plus cher en personnel, etc. Et donc, il faut que les maîtres d'ouvrage acceptent aussi ça. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà. Merci Jean-Michel. Donc nous arrivons à la fin de cette première partie de cette table ronde et donc on a vu que différentes pistes ont été évoquées par les différents intervenants pour diminuer l'impact de la construction sur l'environnement, améliorer la qualité de la production, ça c'est au travers du matériau en lui-même, le consommer mieux, donc plutôt au travers d'éléments de structure, alors du jus de cerveau d'ingénieur et d'architecte, on aura sûrement l'occasion d'y revenir un peu après, et aussi consommer moins, donc consommer moins avec de la structure, mais aussi en substituant le béton par d'autres matériaux. Alors, pour commencer la question, je poserai bien cette question-là, à commencer par François Consigny, donc, qui est responsable du cours d'éco-conception, pour interroger un petit peu la question autour de quel est l'équilibre on doit chercher entre ces trois pistes, et puis quel équilibre on peut espérer dans un temps raisonnable. Oui, merci Cyril. Peut-être dans la prolongation de
la présentation qui vient d'être faite. Et pour rebondir aussi peut-être sur l'introduction que tu as faite, Cyril, sur les raisons pour lesquelles des étudiants architectes militants demandent à ce qu'on n'enseigne plus le béton. Je pense que la réponse, et qui est à l'origine de cette question des étudiants, c'est qu'il faut effectivement mettre en place tous les éléments qui permettent de réduire les émissions, mais surtout ne pas oublier le but de cette réduction. Et c'est quoi the goal? C'est quoi l'objectif? C'est l'affaire du siècle, comme le diraient ces architectes militants. C'est les accords de Paris. Et donc c'est le net zéro en 2050. Et ce net zéro en 2050, si je fais référence à des études qui confirment un peu ce qui vient d'être présenté à l'échelle de la France, que je connais mieux, et peut-être en relisant les conclusions, parce que je ne suis pas un spécialiste du béton, mais il y a une étude de l'IFPES, de l'Institut français pour la performance énergétique du bâtiment, qui s'est posé la question de savoir comment, du point de vue de la filière béton, on pouvait être compatible avec un net zéro 2050 et surtout compatible avec la stratégie nationale bas carbone. Et donc, les conclusions de cette étude, 2 étapes, 2030-2050. 2 hypothèses. Si on garde un volume de béton constant, pour atteindre les objectifs de 2030, être sur la bonne trajectoire du net zéro, pour atteindre le 2030, il faut que l'ensemble du béton utilisé soit en 2030 avec des liants qui permettent de réduire les émissions carbone, sauf si on substitue un peu de volume de ce béton par d'autres matériaux, mais sinon c'est, on va dire, 100% de béton bas carbone. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas de définition béton bas carbone. Alors, et deuxième question, plus cruciale, 2050. 2050, les conclusions de cette étude, donc les objectifs ne sont pas atteignables sans rupture technologique. La rupture technologique, c'est effectivement le carbone qui pose ces questions de capture du carbone, qui pose la question économique globale de viabilité du process et de la filière. Et la conclusion de l'étude, c'est que pour 2050, même avec l'intégration d'une rupture technologique, il y a la nécessité pour tenir l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, je reste sur le périmètre français, de diviser par 2 les volumes de béton. Et donc c'est peut-être ces conclusions-là qui amènent certains à se dire que le béton n'est pas un matériau d'avenir et donc il ne faut pas l'enseigner. Alors nous, on enseigne dans des écoles d'ingénieurs. Le sujet des équations nous intéresse. Donc là, on est clairement devant une équation qui n'est pas résolue. L'équation du net zéro 2050, il n'est pas résolu. Et donc, quelque part, je renverserai peut-être la proposition des architectes. C'est-à-dire que c'est un challenge majeur que de résoudre cette équation. Et peut-être que les jeunes ingénieurs qui sont concernés et qui veulent qu'on atteigne cet objectif, le boulot le plus intéressant qu'il y a à la sortie de l'école, c'est peut-être d'aller dans des secteurs de R&D de cette filière pour les aider à résoudre cette équation. Mais en tout cas, voilà, pour répondre à la question, oui, il faut mettre en place tous les leviers, mais il faut les mettre en place sans perdre de vue l'objectif, et il faut que
voilà, tous les acteurs du secteur mettent en place cette trajectoire net zéro. Et comme je crois que ces mecs en avaient parlé lors des conférences introductives de l'ouverture de l'exposition à sa propre trajectoire net zéro, peut-être qu'il pourra donner des compléments d'information sur ce challenge qui attend nos jeunes ingénieurs. Yeah, I mean, I think what you point out is very interesting in the sense that you know, there's a big challenge ahead of us, you know, to get to net zero, and I think today, for example, when you look at the industry and you look at the goals established by the GCCA in terms of how the industry is going to get to net zero, there's a strong emphasis of the fact that from 2030 on and to getting to 2050, a lot of it is depending on the carbon capture. And as you clearly pointed out, that, you know, like the economics there are quite challenging. I mean, it's not easy to do carbon capture, and it's not cheap either to do carbon capture. So maybe I can share, as you said, maybe a little bit about a company like Cemex and how we're going about, let's say, reaching the net zero goal in 2050. You know, I think in the short term, what we have is a program, or we are focusing what we call is reduce before capture. Okay, so there are a number of levers that we can pull on today as an industry to significantly reduce the CO2 footprint. No, as mentioned already, I mean, you can produce, let's say, cements with a lower clinker factor. And for example, like, you know, it was mentioned that, you know, we reducing clinker factor by 30%. But today I can tell you that we're working on some innovations and technologies, you know, that already can bring the clinker factor down to, let's say, 40% easily. And still, and this is interesting because also it was mentioned that, you know, maybe we need to slow down and reduce the expectations of the construction times. But some of these materials that we're developing, despite the fact that they have a 60% reduction in clinker factor, still have the same performance as an OPC. So what I'm saying there is that there are some very traditional levers, you know, like reducing the clinker factor, there's, you know, making the process more energy efficient, burning alternative fuels and whatnot. But I think there's some, and the key word, I think there's innovation, and there's a lot of innovation also in the traditional levers. And I think, you know, by, let's say, working very hard, and executing, because I think the key word is execution, making sure that, you know, we execute those traditional levers in our operations is allowing us to really, you know, optimize and minimize as much as possible the emissions, direct emissions coming out from our plants. The reduce before capture is also a strategy that says we understand that carbon capture is probably today seen as the panacea for reducing carbon in the future. But we're also saying that we don't discard the fact that there can be disruptive innovations that will take place in the meantime. And we also are working on the innovation front to minimize as much as possible the dependence on carbon capture. And what I'm saying there is that, for example, there are efforts that we're doing to, for example, revisit completely the clinker chemistry and asking ourselves, you know, is the clinker chemistry today as we see it and the emissions that we see associated with that clinker chemistry, does it have to be the way it is, or can we revisit things, you know, and I can give you some examples that we're exploring things where we can significantly demonstrate, at least at the lab level, that we can, you know, reduce the emissions by redesigning the clinker maybe up to 50%, you know? So there are innovations that are taking place that I think that are trying to, at least in our front, to depend less on the carbon capture bit. And that then, you know, addresses also the economic aspect of things. You know? So how you economically create a economically viable green economy, and yet, you know, push innovation and also try to, let's say, create technologies that depend less and less on some, let's say, maybe things that are obvious. You know? So I think that's how we're moving. And I think there's a number of possibilities to get to net zero, you know, by even exploring also renewable energy and so forth. So I think that
but if you ask me, I think the key to the future of our industry is really pushing innovation and stimulating, let's say, even young, let's say, professionals to as they come out of the universities to understand that, despite the fact that, concrete has a high CO2 emission, it's the second most widely used material. So any impact, any, let's say, positive impact that we make on making the concrete more sustainable, the impact is huge, right? So that should be a big motivator, in my opinion. So the call for me is to to get people to get excited about being innovative in our let's say industry. François, oui, après, si tu peux demander, comme ça marche, mais ici, voilà. Oui, merci. Donc je crois effectivement que l'aspect innovation est fondamental et François, l'équation qu'il pose en fait, où ça paraît compliqué parce qu'il faut diviser les volumes par deux. Voilà, c'est ce que j'ai un peu dit dans ma présentation, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que il y a quand même une recherche qui est à travers de l'optimisation. Alors évidemment, nous on est des mécaniciens, des matériaux et des structures, donc il y a le matériau, mais il y a aussi effectivement la structure. Et il y a le procédé de fabrication. On a fait dans nos études, sur des choses qui ressemblent beaucoup à ce qui existe déjà, la preuve qu'on peut économiser 30 à 40% de matériaux. Donc le facteur 2, il n'est pas loin, il y est. Hein. Enfin, il y est presque. Et là, c'est dans un cadre Eurocode dans lequel, en fait, on a des coefficients de sécurité dans tous les sens qui sont dus aux conditions de chantier, qui sont dus au fait qu'aujourd'hui, on met en œuvre sur un chantier avec les précisions qui sont atteignables sur un chantier. Donc, j'en ai juste dit 2 mots dans ma présentation et dans ce que disait Jean-Michel aussi, où il faut faire évoluer les méthodes des chantiers, de construction sur les chantiers. Nous, on insiste un peu sur le fait aussi qu'il faut sortir du chantier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas espérer gagner encore beaucoup sur le chantier, parce qu'en fait, une voiture, par exemple, ce n'est pas construit sur un chantier, c'est construit dans une usine. Dans une usine, on peut diminuer les coefficients de sécurité de 2, on peut les passer à 1,1, 1,2. Si on maîtrise la géométrie des ferraillages, aujourd'hui, les ferraillages, ils sont livrés avec 5 cm. 5 cm de précision. C'est-à-dire que le gars qui est sur le chantier, il faut qu'il fasse son coffrage en se disant que peut-être mon ferraillage, il a ce décalage-là. Vous vous rendez compte les quantités de matériaux que ça fait qu'on met en trop dans une structure. Donc, cet aspect innovation, il faut aussi l'imaginer en termes d'industrialisation de la construction et peut-être, et ça combiné avec une diminution de l'impact environnemental du matériau lui-même, on peut, en tout cas nous c'est là-dessus qu'on travaille et qu'on essaye de promouvoir cette vision, on peut diminuer de manière vraiment drastique les quantités de matériaux qu'on met dans une structure. Et sans forcément faire des voûtes. Alors nous on bosse là-dessus, on aime ça. Voilà, on aime Candela, on aime Nervi, on aime Isler, mais même sur des objets simples du courant, on a des quantités de matériaux qui sont x2 et il y a des études qui le disent. Les quantités sont doublées pour des raisons de facilité de mise en œuvre, pour des coefficients de sécurité qui sont à tous les étages de la fabrication parce que c'est pas bien maîtrisé, comme ça pourrait l'être dans un autre secteur manufacturier. Quand on construit une machine à laver le linge, on ne met pas 2 fois plus de matériaux que ce qui est nécessaire. Voilà, donc je pense que là, il y a vraiment un gros effort à faire en termes d'innovation, aussi sur le procédé de fabrication et sur la chaîne complète, en s'aidant évidemment du digital, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'une maquette numérique, d'un jumeau numérique, mais y compris dans l'outil de construction. Alors, cet aspect préfabrication, et disons qu'il faut maîtriser pour réussir à en gros optimiser les structures en construction maison, il faut maîtriser le process depuis le matériau jusqu'à la mise en œuvre sur chantier à toutes les étapes. Et donc c'est effectivement une des choses sur lesquelles on travaille au laboratoire. Mais je voudrais revenir un petit peu moi sur la première présentation en fait où est un peu j'avais demandé à Pierre de venir un peu pour ça aussi, pour présenter un cadre un peu plus large que juste
la question de l'impact enfin, du réchauffement climatique, parce que parmi les choses qui ont été présentées dans le tout dernier exposé, par exemple, on dit que pour il y a 60%, je sais plus, de carburant de substitution dans. Donc c'est-à-dire que quelque part, pour tenir cet objectif-là, il faut continuer à produire du déchet. Et donc encourager, je ne sais pas, une certaine production, une certaine société qui produit du déchet dont on ne sait pas quoi faire et donc on va pouvoir brûler. Et je ne sais pas, est-ce qu'on n'est pas dans un système un peu qui se mord la queue et que pour réellement résoudre le problème, il faudrait s'intéresser à une vision un peu plus, je sais pas, globale ou regarder les autres impacts aussi, ou je sais pas si... Oui, alors effectivement là-dessus, je pense que sur un peu les leviers aussi à activer, est-ce qu'il faut mieux réduire, substituer, etc. C'est toujours la réduction qu'il faut mieux faire pour une simple et bonne raison que dans tous les cas, imaginons on fait une substitution, on pense qu'on a trouvé une formulation qui est plus intéressante pour béton, c'est pas dit qu'il n'y ait pas des transferts d'impact et souvent on découvre quand même qu'il y a des transferts d'impact. Et sur le côté un peu le serpent se mord la queue, dans l'article que j'ai présenté là, de l'EPFL sur le réemploi de dalles, il y a une stat assez intéressante, ils disent on a regardé les taux de démolition par mètre carré. Imaginons qu'on arrive à réemployer toutes ces dalles, ce qui est vraiment très illusoire. On arrive à faire 1/7 de la construction actuelle. Donc en fait, factuellement, on n'arrive pas à tout remplacer. Pareil pour en fait, typiquement toutes les logiques, alors c'est pas le béton, mais toutes les logiques de décarbonation de l'acier. Il y a la question des renouvelables qui a été évoquée, qui est très importante, et notamment l'acier, la manière de décarboner, ça va beaucoup être par l'électrification. Et donc, si on électrifie, il faut aussi un mix électrique avec un décarboné, mais ça demande des quantités de ressources assez importantes. Et en plus, souvent, l'électrification, alors il y a pas mal de travaux qui se font dessus, mais c'est souvent sur de la ferraille déjà produite. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas introduire de nouveaux minerais dans le système, c'est-à-dire que tout l'acier qu'on a déjà là, si on veut faire que l'électrification, il a déjà été produit et on n'en fait plus rentrer dans le système. Donc c'est-à-dire qu'on suppose que on produit rien de nouveau, quoi. Donc il y a clairement, si on veut rentrer dans ces un peu histoires de net zéro, etc., on va être obligé de réemployer ce qu'on a déjà fait, mais aussi de produire beaucoup moins. Et donc ça, c'est quand même un fait avéré, quelles que soient les questions de substitution qu'on arrive à mettre en place, quelle que soit sur 1 mètre cube de béton la quantité qu'on arrive à réduire. Ça répond à ta question, c'est si on produit moins, on pollue moins. Voilà, le béton, comme on dit, le béton le plus bas carbone, c'est celui qu'on ne met pas. Et c'est pareil pour l'acier, et c'est pareil pour tous les matériaux. C'est sûr qu'il faut faire évoluer et notamment réhabiliter davantage et marier les matériaux, etc. Mais je ne voudrais pas que ça efface les efforts à faire dès aujourd'hui sur diminuer les impacts en se disant de toute façon ça va diminuer, donc notre problème il est résolu, quoi. Si on construit plus, c'est sûr qu'on n'émet plus de CO2, mais quand même on a encore des besoins. Et donc aujourd'hui, déjà, il y a des choses à faire qu'on peut faire déjà aujourd'hui, quoi. On ne parlait pas de construire moins, on parlait de construire la même chose, mais avec 2 fois moins de matériaux. Oui, regarde dans le monde aujourd'hui, il y a un article sur les maisons plus petites, par exemple, les choses comme ça. C'est encore mieux. Voilà, donc... il y a beaucoup de discussions sur qu'est-ce que seront les besoins en construction dans les années à venir. Alors là, on a un débat un peu franco-français. C'est sûr qu'en France, on peut réduire, etc. Mais il y a des pays dans le monde où ils ont peut-être des besoins pour, entre guillemets, rattraper un petit peu, quoi. Donc... et qui vont largement dépasser, si on regarde les émissions de la France par rapport à la Chine, par exemple, la production de ciment en France par rapport à la Chine, on est peanuts, quoi. Objectivement, on est peanuts. Et dans les années à venir, il y a certains pays comme l'Inde qui va continuer à se développer, l'Afrique qui va se développer, et donc les solutions qu'on peut mettre en place en France, elles sont peut-être pas adaptées à ces pays-là, quoi. Voilà.
Et là, il faut vraiment faire les efforts dont on a parlé ce matin, quoi. Pas juste dire, bon, de toute façon, on va réhabiliter, on va construire moins, etc. Ça, en France, c'est peut-être vrai, mais il n'y a pas que la France. Et la France, par rapport à la planète, on est peanuts, quoi. Maybe in this discussion, I think what is also what we're learning and what we're finding out is that in this new green economy where the objective is to reduce CO2 in buildings, I can share the perspective from a material supplier is that we're starting to see that it's not important so much like okay what concrete I'm going to deliver to a specific column or to a specific slab or whatnot, no. But we see projects more and more talking to the fact that they have a CO2 footprint per square meters to achieve. And let's say if you look from my perspective, it's very, very, very important to be able to articulate how am I going to be able to help the architects, engineers, or the owners of that construction achieve that goal of X kilograms of CO2 per square meters. And so the approach is becoming much more holistic. You have to be able to say, okay, this is the building. Well, the slab will have this type of concrete. The columns will have this. Maybe there's a solution for managing the water. There's a solution for retaining and capturing the CO2. And that articulation of the solution or to reach the goal, it's much more complex. So I think also that's something that is very important to keep in mind, and that's why in the end of the day, the architect, the engineer, the material suppliers, and whoever are the key stakeholders in a project have to work very closely because the articulation of how to get to that goal is much more complex. It's not, for us, it's no longer saying, oh, I'm going to come up with a truck and supply concrete X for column X. No, now my discussions are, well, tell me what is your goal, and let me see how I can put together a package of solutions that will help you reach as closely as possible to the goal. So I think there's this other dimension as well. So I think there's a dimension that you mentioned before that there are things that are being developed that are not necessarily applicable everywhere in the world, but also the type of conversation that you're having to be able to be more, let's say, capable to offer, let's say, sustainable construction solutions is a completely different language. And I think that's also a very important transformation that we have to see in our industry, that we have to speak a different language and be able to articulate things differently so that we are able to get to where, let's say, the construction industry wants to go. So I don't know if that's a reflection that you guys have thought about, but indeed it's something that we're very much confronted with. Bon. Si je te passe la parole juste après, mais tu parlais d'une approche holistique et pour moi ce mot-là il résonne de façon un peu différente. C'est peut-être influencé par les enseignants du cours d'analyse de cycle de vie, donc c'est Life Cycle Analysis, où en fait les impacts se mesurent sur une dizaine, enfin plus 17 critères je crois exactement. Et avec l'idée que la France, c'est, je ne sais pas, 0,4% peut-être des émissions de CO2, alors que l'eau potable dont j'ai besoin, elle vient d'à côté d'ici. La terre arabe qui me nourrit, elle vient à côté d'ici. Et donc, de mon point de vue de bâtisseur français qui construit, pas que à côté de chez moi, mais à côté de chez moi, j'ai besoin d'une approche en fait plus large qui ne soit pas juste focalisée sur le CO2. Aussi parce que finalement, optimiser pour un seul paramètre, enfin je remplace l'optimisation financière par l'optimisation pour le CO2, c'est un problème technologique, on est dans une école d'ingénieurs, je sais poser les équations, je résout, c'est facile. L'approche multicritère ou holistique, ça c'est plus dur et c'est pour ça que j'avais placé un petit peu, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais pour moi l'impact environnemental ne se limite pas à ça et c'est beaucoup plus difficile d'être sûr de ne pas faire de transfert pour moi, le problème, il se pose plus dans une perspective plus large que simplement le réchauffement sur lequel, en fait,
en tant qu'individu, on a une petite marge, mais ça nécessite quelque chose de beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, de coordination mondiale, voilà, et quelque part peut-être plus inaccessible pour les individus et dont on voit moins aussi les conséquences. Juste pour ajouter, par exemple, les questions qu'on voit émerger actuellement, c'est la question de l'eau et de la compétition de l'eau entre l'eau qu'on va utiliser pour le béton versus l'eau pour la consommation, pour d'autres usages. Alors cette année en France, comme il y a beaucoup plus, ça s'est calmé cette question, mais ça va revenir quand ça sera plus sec. Et puis aussi, très souvent, on parle du sable. Alors c'est pareil, en France, on n'a pas de problème vraiment de ressources granulats, mais il y a des pays dans le monde où c'est vraiment très très crucial, quoi. Donc c'est clair qu'il n'y a pas que le CO2. Oui. D'où la nécessité d'en consommer moins, et en tout cas de ne pas le gâcher, c'est-à-dire de ne pas mettre du matériau là où il n'y a pas besoin de mettre du matériau. I mean, just to add, I mean, the water issue is definitely a big issue. Now, for example, in Cemex being in Mexico, in the city of Monterrey, for example, we had droughts, and it's exactly as you said, so that forced us to basically not consume any fresh water at all in our concrete production. So, as you mentioned, it's not only the CO2, it's the water, it's the sand, because sand is now being looked at as an essential mineral. So all these things, that's why, again, I know that it sounds like a broken record, but a very holistic approach and being able to articulate clearly how to solve those challenges is key, And in that articulation is one where one can start to quantify the impact, but it has to be a holistic, approach. And again, completely agree with you, Cyril, that water is an important equation of that articulation, and how it's managed. Pour finir rapidement là-dessus, aussi, comme tu as mentionné, il y a plein de dommages, mais en fait la vraie difficulté est à laquelle il faut agir aujourd'hui. Sur le carbone, on est capable d'agir aujourd'hui, mais du coup, comment est-ce qu'on fait aussi, ça c'est une vraie question pour les ingénieurs, comment est-ce qu'on fait pour prendre ces décisions dans le cadre où on a des indicateurs dont on n'est pas sûr, on est dans une situation de grosses incertitudes sur quel est l'impact exact de la production, de la construction sur ces autres critères. Et du coup, en fait, comment est-ce qu'on prend aussi des décisions de conception? Donc réduire, c'est sûr que ça marche parce que ça n'existe pas, donc on ne peut pas émettre. Mais il y a quand même cette question-là quand on doit choisir entre plusieurs solutions de conception. Après, la conclusion générale vers laquelle on se rapproche, cette table ronde, c'est que en fait, on a besoin d'ingénieurs et d'architectes qui fassent de la conception. Alors ça tombe bien parce que je contribue à leur formation et qu'on est convaincu que ça sert à quelque chose. Mais voilà, pour un peu conclure, je voudrais juste vous citer un passage donc, du livre de recueil de textes de Laura Fontaine, qui est un texte pas tout à fait de la fin de la vie de Candela, mais du moment où il a un peu arrêté de construire. Et donc c'est un texte qui date de 1971, donc il y a 50 ans. Et je dis ça de façon un peu provocatrice aussi, parce qu'on est dans une école d'ingénieurs, entre ingénieurs en train de discuter de la marche du monde. Et donc Candela dit qu'une des conventions les plus néfastes parmi celles qui nous affectent consiste à croire que tous les problèmes ont une solution technique. Cette dernière se définit comme ne requérant que des changements dans les méthodes scientifiques, mais n'exige pas de nous que nous renouvelions nos répertoires de valeurs humaines, d'idées et de notions morales. Autrement dit, est-ce que, je vous la pose un peu, le problème il est technologique ou il est politique ou sociétal? Et dans ces cas-là, quel est le rôle des ingénieurs dans cette histoire? Il n'est effectivement pas que technologique, mais ce n'est pas la peine d'opposer les deux. C'est-à-dire que si on est capable de construire mieux, avec moins de matière et avec moins d'impact, ça n'empêche pas aussi de progresser sur d'autres sujets qui sont pas ceux de la technologie. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. S'il faut construire des maisons plus petites, construisons des maisons plus petites. Moi, quand j'étais jeune, les appartements étaient vraiment petits. On vivait à beaucoup dans des appartements. Aujourd'hui, les appartements sont devenus
vraiment beaucoup plus grand. Donc ça, c'est un problème, c'est pas un problème de technologie, je te l'accorde. Mais si on construit mieux le petit appartement, on construira le grand, on construira mieux aussi le petit, et c'est valable sur tous les aspects. Oui, la technologie n'est pas... je ne voudrais surtout pas que cette table ronde donne cette image-là. Il se trouve que nous, on fait notre métier, on ne fait pas le métier de savoir si les gens doivent habiter dans plus petit ou plus grand. Ça, c'est pas moi qui peux décider de ça. S'il faut habiter dans des maisons ou dans autre chose d'ailleurs. Moi, je pense que quand même, dans ce cadre-là, alors c'est sûr, la question n'est pas technique. On a parlé tout à l'heure de pays aussi qui ont besoin de plus construire, ou même nous. À partir du moment où on se pose la question de moins construire, il y a une histoire qui est qu'on ne joue pas juste avec ce que font les ingénieurs et les architectes, on touche à la vie de tout le monde. Si on veut faire des logements sociaux, si on doit choisir entre logements sociaux et un équipement public à un moment, parce qu'on estime qu'il n'y a pas le budget pour faire les deux, le budget environnemental pour faire les deux, il va falloir faire un choix, et ce choix, il impacte tout le monde, donc c'est une question démocratique, avant tout sur ce genre de construction. Après, je pense que toujours... la question de la technique a toujours un rôle à jouer, et pas des moindres, notamment typiquement sur la question de réchauffement climatique. Il y a de la rénovation énergétique à faire, il y a l'ordre de grandeur, c'est dans c'est des plusieurs centaines de milliers à réaliser par an si on veut arriver à diminuer l'énergétique, et du coup il va falloir, il y a quand même des enjeux techniques là-dessus, et du coup on va être obligé d'avoir quand même des techniciens qui savent résoudre ces questions-là, et d'une manière globale, comme le disait David. Oui, pour poursuivre sur le sujet, peut-être il y a un mot, on a tourné un peu autour, mais qui est peut-être la réponse à tes questions, c'est est-ce que c'est technique ou est-ce que c'est de l'ordre de la valeur et du politique? Le mot autour duquel on tourne, c'est le mot sobriété, qui est introduit maintenant dans le GIEC, et qui, face à l'équation irrésolue dont je parlais tout à l'heure, quand on dit pour y arriver, même avec une rupture technologique, il faut diviser par deux les volumes, voilà, ça veut dire que quelque part, on est obligé d'intégrer de la sobriété pour pouvoir arriver à atteindre l'objectif. Et c'est peut-être ça qui nécessite une réforme aussi, une transition de nos enseignements et l'appréhension de cette notion de sobriété par l'ingénierie, parce que pour avoir fait ou aider quelques entreprises à faire leur trajectoire net zéro, la question de la sobriété, c'est celle qui arrive quand on approche du 2050, et c'est celle qui est inaudible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire à votre président, directeur général, ça, j'ai la solution technique à votre problème. Pour atteindre notre objectif de 2050, il faut qu'on vende moins de produits. C'est pas audible. Et donc, et pour autant... Et pour autant, c'est la conclusion naturelle. Donc c'est peut-être là qu'on passe le cap de la technique pour être sur un sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse collectivement, que ce soit alors, individuellement, pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes, pour être capable de passer l'objectif de 2050, mais collectivement, dans chaque entreprise, sur... quel est l'impact de la sobriété sur notre business plan? Maybe to address this topic or this issue, the perspectives that I can maybe share with you is, for example, maybe the way to look at this is from a value system perspective. Now, what is the value system? For example, let's say we take the Colosseum. When the Colosseum was built, in the Roman times, the value system for building that particular structure was, because it was very important to build such a structure because it was a place where, exhibitions were made and, and the emperor could show his power and whatnot. But also we know that, some years later, the value systems changed in that same society,
and pieces of the Colosseum were used to build other buildings surrounding the Colosseum. So it was, so the value system completely shifted. So if you look at the value system today that's driving our industry, I mean, today we at least believe that it's going towards this green economy, net zero economy. So this is the value system that's driving everything. And so in that value system, there's a technical component, there is a societal component, there's a strong political component. And so I think, when we start to move into this green economy, one of the things that we start to realize and see is that, the value systems are changing and changing very rapidly. And the question is, how do you, not only from the technical perspective, but also in a very, comprehensive way, take into account, the value system of society and being able to let's say, address those needs that are political, social, and economical. So the question I would say is, if we were to analyze what is the value system, what it is, what is it, and how would you actually address that value system that we're going through in this particular moment in society? Which I think is a very complex dynamic, but it is something that we have seen through history. Value systems have changed. And the question is, how will they evolve? Bon, je regarde l'heure et on arrive au bout. Je pense il y a quand même un certain consensus qui se dégage sur l'intérêt de la structure. On est parvenu dessus, mais la beauté de cette architecture qui est produite avec une économie de matière et le rôle que pourront jouer ingénieurs, architectes, concepteurs à l'avenir, mais aussi d'une certaine façon, du point de vue impact environnemental, qui est une question à interroger on peut appeler ça système de valeurs, ou le sens de notre vie. Il n'y a pas si longtemps quand même, un président français nous disait qu'il fallait travailler plus pour gagner plus, et on est toujours dans le plus. Peut-être que c'est ça qu'il faut un peu, pas qu'un peu, je pense que c'est ça qu'il faut un peu remettre en question et avoir envie des bonnes choses. Dans cette école, on a la réputation d'avoir bétonné la France. Quand on parle des ingénieurs des ponts, on en parle en bien, mais aussi quand on voit un rond-point mal fichu, on a tendance à dire que ça vient des ingénieurs des ponts. Je pense qu'on a un autre rôle à jouer, qu'on est à peu près tous d'accord, qu'on essaye de former nos ingénieurs au mieux. Et Et pour le système de valeurs, je pense que ça dépasse le cadre de cette table ronde. On se reverra peut-être pour en discuter avec d'autres invités aussi. On en discute aussi dans cette école. Les ronds-points ont sauvé des vies. Voilà. Mais bon, je vous remercie, vous cinq, d'être venus pour vos présentations, le débat. À ceux qui sont dans la salle aussi, bien évidemment, d'avoir fait le déplacement. Et puis à tous ceux qui nous ont suivis en ligne, merci. L'exposition Candela reste ouverte donc jusqu'au 12 février. Avec un peu d'ouverture le samedi pendant les 3 dernières semaines. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.